Kahargar! Bonjour à tous, c'est Vaco. Et bonjour à tous, c'est Raphaël de l'atelier du Carlin Dodu. Alors aujourd'hui, pour ce nouveau podcast de la radio nantaise, on va aborder un gros sujet. Un sujet dodu et obèse, mais surtout un sujet vert fluo. D'ailleurs, en parenthèse, et tout de suite petit disclaimer, si vous entendez des bruits de griffes, non, ce n'est pas une arachnaroc qui est en train de massacrer mon salon, c'est le vrai Carlin, non pas l'homme, mais la bête, le tétraouafeux, qui est en train de se balader dans mon salon. Et il est obèse, et il se balade partout, il fait un bruit pas possible. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez bien compris, on va parler de peau verte et on va vous faire une review. C'est même plus une review là, on va vous faire presque un guide, une to-do list de comment jouer le livre d'armée Orques et Gobelins. Et c'est important de vous dire de comment jouer, on va pas être sur une review catalogue en mode ça coûte tant de points, c'est fort, c'est pas fort. On va essayer d'aller beaucoup plus loin dans l'aspect technique. Je n'ai pas la légitimité de vous parler des peaux vertes en détail, c'est pour ça que le Carlin va m'accompagner aujourd'hui. Cette fois-ci l'homme et non pas l'animal. Et il va vous parler longuement de son armée de cœur. Je vous le dis tout de suite, c'est sûrement un podcast qui sera co-décomposé en plusieurs vidéos parce qu'on a au moins 3 ou 4 heures de tournage devant nous. On va aborder le livre d'armée Orques et Gobelins avec les arcanes journaux. Enfin, le journaux d'arcane, voilà. Le livre d'armée. C'est ça, le livre d'armée et le supplément. Voilà, comme ça, on part sur un truc un petit peu mieux. Donc, le livre d'armée et les suppléments, et c'est surtout qu'on va aller se pencher sur chaque unité, chaque héros, chaque domaine de magie, chaque sort, chaque combo qu'il peut y avoir, et surtout les règles qui suivent et comment une unité peut se jouer. Et des fois même les plusieurs possibilités de jouer une seule et même unité. Parce que la dernière fois, dans notre podcast avec Gozer, à plusieurs reprises, on vous avait dit, avant de jouer, commencez par lire votre livre d'armée. Et dans le cas des Orques et Gobelins, c'est encore plus important parce que je suis presque sûr que certains des usages, on va dire certaines des méthodes d'usage qui vont vous être proposées, je pense que vous ne les avez probablement pas encore vues. C'est ça, et même après quasiment, bon, on n'a pas encore passé un an, mais avec toutes les parties que j'ai fait, je dois être à au moins 150 parties depuis, là, j'ai pas arrêté de jouer, toujours. Et il y a encore des unités que je découvre, il y a encore des unités où je découvre une manière de jouer, où je découvre des possibilités, des subtilités aussi qui peuvent arriver, typiquement avec du mouvement aléatoire, l'ordre dispersé, etc., etc. Il y a plein de manières de jouer une unité qu'on pourrait ne pas soupçonner et qui pourraient être super, et au final, ça apporte un vrai plus au jeu. Et avant qu'on se lance concrètement dans le vif du sujet, sachez que si même comme moi, vous n'êtes pas du tout joueur Orques et Gobelins, je pense que vous aurez quand même énormément de choses à apprendre parce que, encore une fois, au-delà des figurines de cette armée, on va surtout parler de mécanique et d'application, et il y a beaucoup d'usages que vous allez pouvoir dupliquer dans vos propres armées. Donc voyez-le, oui, comme une review, on va dire, d'un niveau expert de l'armée, mais aussi comme vraiment une vidéo d'approfondissement du jeu, et à ce titre-là, vous aurez énormément de choses à apprendre, donc c'est pour ça, si vous n'êtes pas joueur Orques et Gobelins, rassurez-vous, vous allez pouvoir transposer énormément d'informations. Donc avant de commencer par les personnages, on va prendre quelque chose qui en plus, on en parlait en off en rigolant, est à la fin du LA, alors que c'est peut-être la première chose que vous devez lire, c'est, Raphaël, quelles sont les règles spéciales de l'armée, s'il te plaît? Eh bien, il y en a pas mal, parce qu'on n'est pas empire, on a des règles spéciales, nous. Donc on a les costauds. Donc la règle costaud qui donne +1 à la caractéristique de force, et à la règle arme perforante 1. Donc sur un 6, vous ajoutez 1 à la PA. C'est pas mal. Faut être au corps à corps, par contre, c'est bien, parce que ça marche au corps à corps, c'est pas uniquement quand vous avez chargé. Le qui coupe, ça c'est la règle qui est incroyable. Vraiment, ça va vous sauver la vie sur pas mal de choses. Pendant un tour où elle a chargé, une figurine ayant cette règle spéciale peut relancer n'importe quel nombre de 1 naturel au résultat de blessure. Donc vous avez une relance des 1 à la blesse, et vous augmentez de 1 la PA. Mais les qui coupent, ce sont toutes les armes que porte un orc. Donc les armes lourdes, les armes de base, les lances de cavalerie. Et du coup, vos lances de cavalerie, quand vous arrivez dans un corps à corps, vous avez +1 à la force quand vous chargez, PA 1 de base, vous montez à PA 2 avec le qui coupe, et relance des 1 à la blesse.
C'est-à-dire que l'orque noir, il charge à force 7. L'orque noir, non, il est à force 4, plus arme lourde 6, et relance les 1 à la blesse. Ah Et oui. il a PA 3 par contre. Ah oui. L'arme lourde de l'orque noir est PA 3. Ok. Et ça fait des trous, ça fait des belles surprises. Mais par contre, ce ne sont que les orques, donc ça ne marche pas avec les gobelins, et ça ne marche pas non plus avec les trolls. Et les boys, c'est pour les orques noirs, donc vous devez avoir un chef orque noir par bande d'orques noirs que vous incluez, et vice-versa. Et ça se combine avec la règle du quand votre général est un orque noir, vous avez des orques noirs en base, une unité. Ça peut être pas mal, et du coup, ça conditionne un peu les listes à thème. Je trouve ça vraiment bien foutu. Ensuite, on va passer à la règle suivante, la peur des elfes, donc règle historique des gobelins, où vous avez peur des elfes parce qu'ils sentent bizarre. Et là, maintenant, ils ont mis encore autre chose, c'est qu'ils marchent bizarrement et ils sont trop grands. Donc moi, je me reconnais à peu près dans toutes les personnes que je croise. Du bas de mon mètre 70. Donc les elfes de tout type causent la peur chez les gobelins. Et ça, je trouve ça très drôle. Les 3 armes elfes. À toutes. C'est les elfes de tout type, c'est précisé. Après, vu que les elfes noirs officiellement n'existent pas, est-ce qu'on va lancer un débat de 95 lignes pour dire oui, mais techniquement ils n'existent pas, donc ta règle ne fonctionne pas? Je pense qu'à un moment, en fait, ça s'agirait d'être de bonne foi et de suivre les règles, en fait. C'est un jeu d'intention. Donc, à un moment, il faut faire preuve de bonne foi. Ensuite, l'ignore la panique des gobelins. Bah, ça, c'est une règle qu'on retrouve aussi chez nos copains ogres. C'est les gnoblards fuient. Osef. Donc, une unité n'a pas effectué de test de panique quand une unité de gobelins amie est détruite ou démoralisée et fuit le combat à moins de 6 pas d'une unité. Elle n'a pas non plus effectué de test de panique quand une unité de gobelins fuit à travers elle. Vous allez voir, parce que ça va être vos grands redirecteurs, vos gobelins. Donc, c'est quand même assez agréable de ne pas avoir à tester la panique à chaque fois. Et notez que dans le cadre de la règle, est considérée comme unité de gobelins toute unité constituée entièrement de gobelins. Vous ne pouvez pas mettre un personnage orc dans une unité de gobelins, ça ne sera plus une unité complète de gobelins. Il faut que ce soit vraiment full gobelins. Après, l'ignore la panique. Alors ça, c'est chez les orques noirs, donc eux, la panique, ils jouent pas avec. Voilà. Ils n'ont pas à faire de test de panique quand une unité qui n'a pas cette règle spéciale. Alors après, si une autre unité d'orques noirs fuit ou est détruite, là, ça peut générer quelque chose, effectivement. C'est pas j'ignore simplement la panique stricto sensu. Il faut que une unité qui n'ait pas cette règle spéciale soit détruite, démoralisée, fuit le combat. Elle n'a pas à faire de test de panique aussi quand elle se fait traverser par une unité qui n'a pas cette règle spéciale. Par contre, 2 orques noirs entre eux peuvent tester. Par contre, donc ça veut dire que les listes qu'on a pu connaître en V8 avec genre 4 fois 10 orques noirs ou des choses un peu tricky comme ça, là en fait est potentiellement moins solide aujourd'hui qu'elle ne l'a été. Oui, parce que au final, le général orque noir sur sanglier ou sur vouivre se fait péter à côté d'une unité d'orque noir. L'unité d'orque noir devra paniquer quand même. Un des rares moments où elle va paniquer, ça va être qu'avec d'autres orques noirs. Les autres, après, voilà. C'est pour représenter, je pense, le fait que l'orque noir, il arrive à encaisser beaucoup de choses, mais là, quand même, ça sent vraiment la merde quand le boss orque noir meurt. Donc ça, c'est la petite subtilité, parce que c'est vrai qu'on le prend souvent au pied de la lettre en se disant « ignore la panique, j'ignore la panique tout simplement ». Non, ça marche quand même avec les autres orques noirs. Ensuite, on va passer sur calme l'impétuosité. Donc ça va être votre noyau solide pour votre armée orque et gob. Tout ce qui est à 6 pas d'une unité ignore la règle impétueux. Et ça marche donc pour le boss orque noir, pour l'unité d'orque noir, ou même non, le char orque noir n'a pas ça dans l'arcane journal. Donc oui, effectivement, ça marche pour le boss orque noir et l'unité d'orque noir. En général, ce qu'il faut faire, c'est mettre une petite bulle. Comme ça permet de fiabiliser ces unités en local, disons. La charge de sanglier qui est intéressante. Lors du tour où ils ont chargé, les sangliers gagnent plus 1 en force et plus 1 à la PA. Et ça, c'est vraiment pas mal. Vos cochons montent à force 4 et PA 1. Ensuite, la WAG. Que les personnages orques qui peuvent utiliser cette règle. Une fois par partie, pendant la sous-phase de commandement, donc au tout début de tour, votre personnage peut invoquer le pouvoir de la WAG. C'est un test de commandement avec sa propre valeur de commandement.
Et en cas de réussite, le personnage, sa monture et toute unité qu'il a rejointe, c'est pour ça que ça peut être pas mal de mettre un personnage orc dans un régiment, ils peuvent relancer les 1 à la touche et ils ont plus 1 au résultat de combat. Donc quand vous chargez, vous avez une relance des 1 à la touche, relance des 1 à la blesse, ça fait quand même vachement plaisir. Et la peinture de guerre, l'historique, on ne le présente plus. Pour les sauvageons. Pour les orques sauvages, ouais. C'est le tatouage runique que les nains n'ont pas. C'est la vue à 6. Enfin, si, maintenant, ils l'ont. Tu sais que les nains l'avaient, si je dis pas de conneries, dans Tempête du Chaos, et sur l'unité spéciale de l'armée tueur. Et je l'avais joué. Et oui, effectivement, c'est pour ça. Je me permets de balancer un petit pic. Ça fait toujours plaisir. Maintenant qu'on a un petit peu rechecké toutes ces grandes règles qui s'appliquent à l'armée, on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet, les personnages. Eh bien là, on commence les hostilités avec les chefs orques noirs. Donc à 135 points, le chef de guerre orque noir. Donc la restriction d'1 pour 1000, comme on a pu voir juste avant. Mouvement 4, CC7. C'est vraiment pas mal la CC7. Alors, concrètement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs vont pas directement comprendre ce que ça implique. Le palier de la CC7. Dis-nous s'il te plaît. Alors, le saint palier de la CC7, c'est que tout ce qui est CC3 ou moins va vous toucher sur du 5+. Pourquoi ? Parce que vous avez plus du double de la CC. 3 fois 2, 6, vous êtes donc à 7 pour passer au-dessus. Il faut strictement plus du double. Une CC6, ça ne fonctionnera pas. C'est une CC7 pour une CC3, CC5 pour CC2. Et après, CC9 pour CC4, mais il n'y a pas grand monde qui se balade avec CC9. De mon major de corne, mais c'est le seul que je connais de tête. Ce fameux palier de la CC7 qui permet que vous pouvez vous battre contre des gros pavés ou même des monstres au final qui ont rarement des très grosses CC. Je pense à la Trollag par exemple, le géant, le Mastorok, ils se baladent avec de la CC3 voire CC2 pour la Trollag. La CC7 c'est vraiment très confortable. Et ça, c'est un très gros point. Et aussi, vous allez pouvoir vous retrouver en cas de duel de héros. Même le prince au elfe se balade avec une CC7, par exemple. À moins qu'il ait pris le sang de Calédor qui augmente sa CC de 1. Si je dis pas de bêtises, il peut monter à CC 8. Mais sinon, en fait, il va vous toucher sur du 4+. Et c'est là où vous allez avoir des objets qui peuvent être des véritables saloperies en combat. Typiquement, l'effigie de Mork qui fait qu'il y a -1 pour le toucher au corps à corps. Vous mettez cette horreur sur le chef orque noir à CC7, en fait, les 3/4 des gens vont le toucher sur du 6, et même les gens qui ont une CC de 7 vont le toucher sur du 5. Ce qui est proprement abominable. Donc au final, des fois, il n'y a pas besoin de s'embêter à prendre des trucs avec des gros seins vus ou des choses comme ça. Si le gars qui vous charge, en fait, il vous place pas une attaque de touche au corps à corps, oui, c'est bien. Et ensuite, c'est à moi de riposter avec mon arme lourde. Limite, voilà ce que j'ai dit, limite, tu peux même te passer du bouclier, parce que finalement, la meilleure défense, c'est encore pas se faire toucher. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait l'autre jour. C'est exactement ça. Et là, c'est C7 plus un truc comme une effigie de Mork, par exemple. Ouais, ça met une ambiance de merde. Hein. C'est quand même très avantageux. Le personnage ne vaut pas cher en plus. Il se balade avec force 5, en du 5. Donc, si vous mettez une arme lourde, vous tapez à force 7, PA2. En charge, PA3, relance D1. Sous-wag, relance D1 à la touche, relance D1 à la blesse. Initiative 6, 3 PEV, et vous avez 4 attaques, mais qui peuvent monter à 5 attaques avec la charge dévastatrice si vous parcourez au moins 3 pas pendant une charge. Que vous soyez à dos de vivre, de cochon ou même à pied, si vous faites au moins 3 pas pour une charge, vous montez à 5 attaques. Et vous avez un com à 9, c'est le plus gros commandement de l'armée orque et gob. Vous pouvez pas monter au-dessus. Et il ne vaut que 135 points. Pour ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal. Je tiens à préciser également que ce personnage se balade quand même avec une armure de plate complète de base, donc c'est une 4+. Donc si vous le mettez avec arme de base et bouclier, vous pouvez être à 3+, sur un cochon 2+. C'est une boîte de conserve qui tape. Et au final, le fait de le mettre avec l'arme lourde va pas tant vous handicaper que ça par rapport à la save, puisque vous allez rester avec une 4+, qui est très honorable. Vous pouvez éventuellement lui mettre un petit bouclier à 2 points, histoire de... Ça vous donne +1 à la save face au tir. C'est vraiment très bon. Vous pouvez lui mettre la lance de cavalerie aussi,
si vous voulez jouer avec un bouclier. La lance de cavalerie va vous donner +1 en force, +1 à la PA à la charge. Donc il va quand même monter à force 6, PA1, PA2 avec le qui coupe, relance D1 à la blesse. C'est quand même pas mal aussi. Et vous allez pouvoir le monter, donc on y reviendra plus tard après le chef orc et le chaman orc, mais il y a vraiment plein d'options qui vont pouvoir vous permettre de le jouer un peu comme vous le désirez, selon le contexte. Ça va vraiment être un gigantesque couteau suisse. Les équipements magiques jusqu'à 100 points, et en dessous vous avez le petit frère, le grand chef orc noir, qui lui du coup va se balader avec une CC6. Force 4, il a 1 de force en moins, par contre endurance 5 de base, 2 points de vie, initiative 5, 3 attaques, vous montez à 4 attaques du coup avec la charge, commandement à 8, et lui il ne vaut que 75 points. Et il se balade aussi avec une armure de plate complète de base. Donc avec une arme lourde, il peut faire de gigantesques trous aussi. Et encore une fois, vous allez pouvoir le monter. Alors, il y aura une monture que vous n'allez pas pouvoir lui mettre qui sera réservée au chef de guerre, mais on y reviendra juste après. Donc le chef orc noir, il va se balader avec la règle les boys, donc comme vu précédemment avec le pavé d'orc noir, ignore la panique et il va calmer l'impétuosité. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il ne faut pas hésiter à en mettre un peu à droite à gauche si vous voulez avoir une ligne d'infanterie très fiable, très stable. L'orc noir, ça va vraiment être ça va être votre infanterie d'élite avec une CC4 et vous allez pouvoir facilement l'introduire avec les chefs orc noirs. Mais peut-être pas à 1500 points, peut-être plutôt sur les gros formats, non? Pas, Multiplier l'équipe perso. pas forcément. Pas forcément. Là, j'ai joué à 1000 points avec un chef de guerre orc noir à pied. J'en suis un peu revenu de la monture et tout. Je me suis dit, tiens, je vais le retester à pied. Chef orc noir à pied. Grand chef orc noir, je l'avais mis sur cochon. Avec une bannière. Et je jouais 2 petits pavés d'orc noir, un de 9 et un de 5. Et c'était pas mal. Ça faisait vraiment le café. C'était assez efficace. Et puis le chef orc noir aussi, le grand chef orc noir, alors si vous voulez sortir de l'orc noir, ça tombe très bien. Et ça va vous faire une très très bonne GB, hein. Ça va vous faire une GB qui va être très solide. Il y a beaucoup d'armées qui souffrent un peu de ça, que la GB soit un peu fragile, qu'elle tanque mal les corps à corps, qu'elle ait du mal à survivre à pas mal de choses. Là, le grand chef orc noir, vous avez quand même une CC6, une force 4, si vous voulez balader avec arme lourde, vous êtes à force 6, endu 5 de PEV, 3 attaques, 4 attaques en charge, c'est pas mal du tout. Je pense que je le mettrais en full défensif, moi, quand même, sur une GB. J'ai du mal avec les GB offensives. Ah, moi j'aime bien la... C'est vrai, moi je suis un gros fan d'armes lourdes. Il a que 2 PV. Ouais. Mais il Sauf balance... que le hold-up, il peut facilement tomber, quand même, et si tu le perds... Tu peux mettre un champion dans ton pavé d'orque noir, t'arrives sur un truc, le seul truc qui pourrait te striker à la rigueur, hormis Jean-Michel coup fatal ou coup de fendoir, ça c'est vrai qu'effectivement, bon, tu sais qu'il faut pas y aller, mais tu balances un petit défi, et puis avec lui, tu t'en sers pour faire de gigantesques trous dans la masse, hein. Même dans un pavé de cochon, ça peut vite grimper les attaques, hein. 4 attaques, une GB quand même, hein. C'est pas dégueu. Et si tu le mets après en full défensif, bah effectivement, mais il va être force 4, PA1, relance des 1. C'est pas le même rôle. Le truc défensif et tout, c'est... ça me... Le fait de taper comme une moule, en fait, vraiment, ça me brise mon fun. Moi, ça me dérange pas de perdre mon général. Parce que je trouve qu'en vrai, personnellement, je trouve que l'impact du général est très surestimé dans le jeu. Mais par contre, la perte de la GB, pour moi, c'est vraiment une catastrophe. Et ben là, tu vois, pour le coup, le général, lui, il va pas avoir la bande de guerre. Donc ça aussi, on y reviendra avec le chef orc. Mais le général se balade avec comme à 9 et t'as aucun moyen d'avoir comme à 9. À part, par contre, effectivement, le chef de guerre orc ou le grand chef orc dans un pavé d'orc avec bande de guerre. Et là, du coup, on va enchaîner sur la deuxième partie. Parce que la bande de guerre, c'est quand même une règle qui est super utile, qui est super bien. Est-ce que tu peux la rappeler avant d'aller plus loin? Oui, bande de guerre, en gros, c'est... alors, vous allez avoir les 2 éléments les plus intéressants du jeu, je trouve. Capacité d'augmenter votre commandement en fonction du nombre de rangs. Par contre, il faut que votre personnage ait bande de guerre et que l'unité ait bande de guerre. Il faut que les deux ensemble soient combinés. Et bande de guerre, vous avez une relance des charges. Et ça, c'est monstrueux. Relance des charges gratos. Et on y reviendra après sur le pavé d'orque noir. Moi, c'est pour ça qu'il y a un objet du livre commun que je sors souvent sur mes orques noirs, pour avoir cette relance des charges qu'en fait, je m'y suis habitué. Donc le chef orc, lui, il vaut déjà 25 points de moins, le chef de guerre orc classique. Donc déjà à plus petit format, plus facilement sortable.
Vous avez par contre une CC de 6 cette fois-ci, et là vous franchissez pas le saint palier du CC7. Donc les seuls trucs que vous allez pouvoir toucher sur du 2+, ou vous faire toucher sur du 5+, ça va être contre de la CC2. Là, il y a quand même vachement moins de monde. Enfin, ça va être du gobelin, du snotling, du gnoblard aussi. Voilà, là, ça va vraiment être de la masse, ça va être encore autre chose. Force 5 de base, force endurance 5 aussi, PV3, initiative 5, 4 attaques, comme à 8 cette fois-ci. Mais vous allez avoir à peu près globalement les mêmes stats que le chef orque noir. C'est juste, vous allez avoir 1 de moins en init et 1 de moins en CC. Et ça, c'est vraiment le 1 de moins en CC qui peut rebuter pas mal de personnes. Par contre, au niveau de l'accès aux armes, vous avez de l'arme de base additionnelle, vous avez de l'arme lourde, vous avez de la lance de cavalerie, encore une fois, le petit bouclier à 2 points qui va bien, la possibilité de remplacer votre armure légère par une armure lourde, parce que lui ne vient pas avec une armure de plate complète, il vient de base avec une armure légère. L'armure lourde sera le maximum que vous puissiez lui mettre, c'est pour ça que là, peut-être que la lance de cavalerie sera peut-être un peu plus prise sur le chef de guerre ou le grand chef orc, c'est le fait de pouvoir quand même monter à 4+. Ça, c'est vraiment pas mal. Et sur le cochon 3+. Vous pouvez lui mettre aussi donc la règle frénésie, 1 par tranche de 1000 points, et ça, c'est nos petits orques sauvages qui reviennent. Donc ça coûtera 3 points, et là, vous allez avoir obligation de charger, obligation de percer, de poursuivre, et également le plus 1 d'attaque qui fait plaisir. Donc là, vous allez pouvoir monter à plus d'attaque que l'orque noir. Et ça, c'est marrant. Vous allez aussi pouvoir lui mettre 100 points d'objets magiques et le grand chef orc, 50 points d'objets magiques cette fois-ci. Là, ce qui est intéressant, c'est que rien qu'en t'écoutant ces dernières minutes, on peut voir déjà qu'il y a des rôles qui se dessinent assez naturellement pour ces deux personnages. On va pas se mentir, quand on était en V7, V8 ou même en 9e âge, il y avait quand même quasiment aucun intérêt, à part vraiment un problème de points, un petit format, à jouer un personnage orc et non pas orc noir. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui se dessine. Le chef orque noir, en gros, dans l'idée, il va pouvoir être un peu plus autonome. Il va pouvoir se balader. Le chef orc va pouvoir aussi se balader et être autonome, un peu comme l'orque noir, pour un peu moins cher. Mais il va y avoir un intérêt qui va être vraiment primordial dans le chef orc de base, c'est la bande de guerre, donc comme on disait juste avant. Et vous allez pouvoir monter à comme à 10 très facilement avec des unités de base. Donc encore une fois, on peut tout faire avec tous les personnages, mais si vous voulez maximiser les potentiels, voilà les rôles pour lesquels ils sont le plus efficaces. Exactement. Le chef orc, vraiment, sa très grosse force, ça va être de pouvoir augmenter son com avec son bonus de rang. Et l'orc, il est assez boudé. On le voit très peu sur table, l'orc classique. Parce que, on se dit, il est que force 3 et tout ça. Mais au final, vous le montez en costaud, vous montez à force 4. Il est bande de guerre. Donc au final, avec un chef orc à l'intérieur, vous pouvez vous retrouver facilement avec une bulle de com à 10, un mec à l'intérieur qui tabasse, qui envoie des sales patates, qui coûte moins cher qu'un orque noir. Vous n'avez pas l'armure de plate dedans, mais au final, ça vaut le coup. Ça vaut carrément le coup. Par exemple, je te disais tout à l'heure, moi il y a un rôle tout de suite qui m'est venu en tête, c'est pour les joueurs orques qui aiment bien jouer du full tir avec balise, lance-rock et tutti quanti. Vous le mettez bien haut dans votre centre, par exemple avec, 15 ou 20 lanciers. Il va vraiment fiabiliser votre ligne. Vous allez prendre peu de tests ou de grosses paniques sales à distance. Vous allez bien tout tenir. Ou à l'inverse, si vous êtes plutôt dans une logique full infanterie, tu le mets dans 15 ou 20 mecs paires d'armes costauds, et en fait il va avancer avec toute l'armée, mais là il va avancer à commandement 10 avec toute l'armée. Et puis tu peux même le mettre, si t'as envie de t'amuser, tu le mets dans un pavé de costaud orc sauvage avec lance, ça met une ambiance de merde. Hein. Même avec 15 figurines dans l'unité, tu peux te mettre à 14 pour combler les trous et tout ça, voire même 13 si tu mets la GB dans le même pavé. Ou 19. Ou 19, ou 18, tu vois, si tu mets 2 persos. Faut pas que t'aies plus de personnages que de figurines du rang au premier rang. Donc tu peux avoir ton chaman, ton perso et ton état-major. Oui, c'est ça, chaman perso état-major, et on va y venir après justement, le chaman orc qui est très peu joué, mais qui au final a une règle très sympa et qui synergise énormément. En fait, c'est ce que je trouve de bien dans Old World, c'est que les listes à thème sont vraiment devenues complètement faisables, et il y a des bonus si tu veux vraiment jouer en synergie avec d'autres unités. Ça te guide sans te forcer la main pour autant. Et parle-moi de cette synergie là avec ton chaman orc là. Tu nous teases, mais tu nous dis rien. Ah ouais, le chaman orc, ça c'est le bébou, ça j'aime beaucoup le jouer. Donc le chaman orc, alors aussi par contre, petit truc, j'ai oublié de préciser, le boss orc, par contre, le boss orc classique est impétueux.
Rappelle-nous impétueux. Impétueux, c'est sur un 4+, tu n'es pas obligé de charger ce qui est à portée de charge. Sur un 2-3, tu es obligé de charger. Mais alors, vu qu'il est à pied, à quelle distance tu dois déclencher ton jet? Mouvement 4+6, donc 10. Et c'est lui et son unité qui le suit. Ou s'il est tout seul, juste lui. Donc l'impétueux va se mettre en marche. Après, franchement, suffit de lui cacher la vue. Et donc là, le chaman orc, alors là, c'est vraiment une sortie qui est géniale, enfin une entrée plutôt, qui est vraiment géniale. Donc le chaman orc, vous avez un move à 4, un CC4, CT2, force 4, endu 5 pour le seigneur. Et ça, c'est vraiment pas mal. 3 PV, init 4, 2 attaques, comme à 8. Le Bizarre Boy, donc c'est le niveau 2, 1 ou 2. Lui, il va être mouvement 4, CC3, CT2, force 3, endu 4, 2 PV, init 3, une attaque, CD7, mais pour 65 points. Au final, vous allez avoir accès à la magie de bataille, à l'élémentalisme, à la magie WAG. Moi, je dois reconnaître clairement, j'ai quasiment jamais joué autre chose que la magie WAG. J'ai beaucoup de mal à jouer autre chose, et puis au final, je la trouve. En fait, je trouve que la magie WAG est incroyable, déjà de une. Et de deux, c'est une magie qui va vraiment être très versatile. Vous allez vraiment pouvoir tout faire. Prenez de la magie WAG, vous allez pouvoir intervenir un peu sur tous les plans. Du boost, du blast. Vous allez jouer pas mal aussi sur des malédictions, surtout si vous jouez des gobelins. Parce qu'on va voir après, t'as le domaine de Mork et de Gork. Il y a vraiment des trucs vraiment pas mal. La magie WAG, j'ai du mal à sortir sans. Moi, maintenant, c'est vrai que quand je regarde les autres armées, je me dis, ah bah oui, mais en WAG, j'avais ça. Après, de toute façon, on fera un focus complet sur la magie quand on y arrivera. C'est ça. Donc là, vous pouvez le monter. Donc on verra pour le seigneur aussi, il aura une monture qui va être rigolote. Vous pouvez le monter, donc vous allez voir, vous allez peut-être perdre sur une partie de la synergie que je tease en le montant sur certaines montures, mais vous allez gagner des choses très rigolotes avec la règle grande cible. Donc vous pouvez avoir la frénésie 1 par 1000, c'est gratuit. Donc vous pouvez jouer un Wurzag, un orc sauvage chaman. Ça va être un autre gameplay qui va s'orienter, un gameplay dans le gameplay qui va être vraiment sympa. Vous allez pouvoir le mettre niveau 4 pour 30 points, donc ça va vous faire 170 points votre chaman orc niveau 4. Au final, le chaman gobelin niveau 4 en vaut 160, le chaman gobelin de la nuit, et le chaman gobelin classique, lui, il en vaut 165. Donc c'est pas dégueu du tout. Vous allez pouvoir lui mettre jusqu'à 100 points d'objets magiques. Le Bizarre Boy classique, il peut être un niveau 2 pour 30 points et acheter 50 points d'objets magiques. Et là, on intervient sur la partie synergie dont je parlais. Donc il va y avoir la règle, la loi du nombre. Si ce personnage rejoint une unité d'orc ayant une PU de 10 ou plus, il peut appliquer un modificateur de +1 à tout jet de lancement qu'il effectue. Donc votre niveau 4, ça peut être un niveau 5. Si vous êtes dans un pavé d'orc ayant une PU 10 ou plus. Et c'est pas un nombre de figurines, c'est une unité avec une PU. Donc là, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais vous pouvez le mettre sur cochon, dans un pavé de cochon. C'est PU2 par cavalier. Donc tant que vous avez au moins 5 cavaliers, vous pouvez ajouter +1 à vos lancements. Et ça, c'est royal. Ou dans 12 archers pour une liste défensive. Oui, aussi, dans 12 archers pour une liste défensive, ou dans des orques sauvages avec un pavé d'orques sauvages, et vous jouez plus sur de la malédiction, peut-être moins sur des blasts, parce que si vous voyez les gens, vous allez être obligé de déclarer des charges avec du frénétique. Encore une fois, on y reviendra, mais c'est vraiment très très bien. Et il a surtout la sainte bande de guerre. Et vous pouvez jouer un chaman orc qui va monter à comme à 10 dans une unité avec minimum de rang. Et ça, un chaman avec comme à 10, c'est vraiment monstrueux. C'est un peu ce que je peux faire avec le chaman gnoblard dans une horde de gnoblards à bande de guerre, c'est ça? Ouais, si tu l'avais, ouais. Ah oui, bah oui. Et puis t'as pas bande de guerre. Bah non. T'as essayé d'être meilleur. Mais par contre, ça marcherait. Ça marcherait si t'avais un meilleur livre d'armée. Non, plus sérieusement. Donc vous allez avoir le qui coupe, le classique, l'ignore la panique des gobelins, le domaine de Gork, on va y revenir plus tard, la loi du nombre, comme je vous expliquais juste avant, et la bande de guerre. Donc là, vraiment, le combo bande de guerre, loi du nombre, ça va vraiment vous inciter
à jouer des petits chamans à pied aussi qui peuvent être vraiment pas mal. Et ça, c'est un réflexe qu'on a moins. On a plus tendance à le jouer sur Pégase. Ah ben non, on n'en a pas, c'est vrai. On peut le mettre sur cochon. Sur cochon tout seul. Ça pourrait permettre de se dire, tiens, je vais voir à 360. Mais au final, le mettre dans un pavé, c'est pas si déconnant. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Surtout qu'en plus, faut pas que vous perdiez de vue que vos orques, ils coûtent pas cher. Donc vous allez vraiment pouvoir faire des jolis chaussons bien tanky. Et ça, c'est vraiment sympa. Et donc nous voici aux montures de personnages qu'on va pouvoir mettre sur les orques. Volontairement, on a séparé les montures des orques et les montures des gobelins, parce que je pense que c'est deux gameplays qui sont assez différents. Donc le chef de guerre ou le grand chef, orque ou orque noir, peuvent être montés sur sanglier et char à sanglier. Donc ça, bon, on s'y attendait, c'est pas une grande surprise. Le char à sanglier, vous allez vous ajouter à l'équipage. Le chef orque noir va pouvoir prendre bande de guerre parce que le char à sanglier a de base la règle bande de guerre, donc la relance des charges. Et le char le perd pas quand il a le personnage qui monte dedans. Non, c'est l'inverse. Le gars en montant dedans, en fait, va obtenir la règle bande de guerre. Et après, pour les chefs de guerre, orque et orque noir, vous allez avoir accès à la vouivre. Et ça, c'est une dinguerie. La vouivre, cette figurine, non seulement elle est géniale, le profil de la bestiole est monstrueux. Et pour le Bizarre Nob et le Bizarre Boy Orc, vous allez avoir accès. Alors, mea culpa, j'ai fait une erreur tout à l'heure, j'ai parlé du char à sanglier, je me suis trompé, il n'y a pas accès. Par contre, il a accès au sanglier et à la vouivre. Donc, le sanglier, c'est pas un truc qui est très long à voir, hein. C'est de la cavalerie lourde, socle de 30 par 60. Vous montez à PU2, du coup, parce que c'est une cavalerie. Vous valez 16 points, vous avez mouvement 7, CC3, force 3, init 3, attaque 1. Encore une fois, il a la règle charge de sanglier, donc en charge, il monte à force 4 PA 1. Peau blindée 1, ça c'est vraiment sympa. Vous donnez plus 1 à la save. Vous avez la contre-charge de base dans le cochon. Donc même le personnage tout seul aura sa contre-charge. Vous allez avoir rapide, ça c'est pas mal. Le plus 1D pendant les charges. Par contre, attention, vous avez plus 3 pour la génération d'impétueux et l'obligation de charge de frénésie, plus 3 à la portée, j'entends. Vous avez mouvement 7, vous ajoutez 6, vous montez à 13, plus 3, 16. Quand vous avez une figurine qui a moins de 16 de vous, ou 16, vous êtes obligé de la charger si vous avez fait un 2-3 avec l'impétueux, ou si vous êtes frénétique, vous êtes obligé de la charger tout court. On peut voir naturellement un petit peu deux types de gameplay qui vont se dégager avec cette monture. C'est soit le personnage dans un pack de cavaliers, ou le personnage plutôt très tanky, électron libre et qui va aller se balader partout. C'est souvent ce qui se dégage. Est-ce que c'est viable, jouable, ou tout simplement intéressant au vu des personnages dont on parle? Oui, carrément, tout est jouable. Eh bien, le sanglier, oui, tout seul, c'est vraiment pas mal, parce que vous allez avoir la règle tirailleur qui va se mettre à partir du moment où vous êtes un personnage isolé de type infanterie ou cavalerie, et vous allez pouvoir voir à 360, blaster à 360, les malédictions, les enchantements, vous n'allez pas avoir besoin de l'arc frontal, ça va vraiment être agréable. Mais en même temps, le fait d'être dans un régiment vous donne le plus 1, vous avez la bande de guerre si vous êtes avec au moins un rang, vous avez la PU10 qui vous permet d'avoir le plus 1 avec la loi du nombre. Donc, il y a des pour et des contre. Il y a des pour et des contre, ça va vraiment être en fait situationnel, vous allez devoir vous adapter. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et l'armée orque et gob est un véritable couteau suisse, vous allez pouvoir gérer à peu près tout type de menace avec selon certaine efficacité. Autant l'efficacité d'un personnage orc monté avec toute son escorte de cavaliers sur sanglier, son efficacité n'est plus approuvée, on le sait depuis plus de 20 ans que ça fonctionne bien. Moi j'aime bien ces petits personnages tout seuls, parce que je trouve que c'est facile d'avoir une bonne save, et surtout en fait c'est rapidement des petits monstres. Et on attend souvent un petit peu à se gargariser sur des monstres à 200-300 points qui vont faire ci, qui vont faire ça. Mais lui, ok, il fait peut-être un petit peu moins d'attaque, peut-être qu'il piétine pas, mais il peut se faufiler entre des packs, même 2 packs d'infanterie adverse, il peut aller chercher la backline, il peut très rapidement faire plein de choses, et malgré tout, comme tu le montrais, c'est un perso qui peut mettre un paquet d'attaques, parce que tu me parlais de la charge avec tous les rerolls, il est monté, je suppose qu'il n'y a rien qui nous empêche d'avoir paire d'armes, ou arme lourde aussi, tu vas me dire. Sur le chaman ou sur le personnage seul? Le personnage de combat. Ah, le personnage de combat, c'est une machine de guerre. Hein. Parce qu'on est d'accord qu'on peut aller s'encastrer dans un pack avec ce petit mec tout seul paire d'armes. Tu peux même aller chercher tranquillement une machine de guerre, voire même un perso orc ou orc noir, du coup, avec une
une meilleure CC, tu peux même aller te chercher une enclume. Hein. Tu vas avec l'arme lourde, tu as un front de 30, tu peux passer à peu près n'importe où. Donc il y a des choses intéressantes à faire, tu as la règle contre-charge. Alors t'as pas le bien entraîné non plus, faut pas déconner. Mais tu as la règle contre-charge, tu peux aller te faufiler dans des endroits vraiment sympas, tu peux vraiment faire des trucs rigolos. Et en vrai, le chef orque noir avec arme lourde, moi j'hésiterais pas à l'envoyer dans une enclume. Hein. Une petite enclume, une catapulte, une baliste, t'y vas sans trop de problème. Tu peux même aller enliser un gros sorcier sur grosse monture. Au final, il va pas balancer de sort, il va pas pouvoir dispel, ça va permettre à ton armée d'avancer tranquillement, de pas se faire pourrir ses résultats de combat ou ses combats tout court par des enchantements ou des choses à droite à gauche. Et au final, c'est vraiment sympa. Par contre, on est d'accord que le chaman monté sur sanglier, si tu veux pas qu'il se fasse démonter au tir, il doit être à côté d'une unité qui est du même type que lui, c'est ça Oui, la règle? c'est ça, c'est l'espèce d'attention messire maintenant. C'est quand vous êtes à proximité, donc c'est 3 pas d'une unité contenant au moins 5 figurines. Et là, 5 figurines ou PU5? si vous êtes à 3 pas d'une unité contenant au moins 5 figurines du même type que vous, donc si vous êtes infanterie, ça marche avec l'infanterie lourde, l'infanterie régulière, l'infanterie monstrueuse. Et la cavalerie, ça marche avec la cavalerie légère, la cavalerie lourde et la cavalerie monstrueuse. Vous allez pouvoir, du coup, ne pas être ciblé si vous n'êtes pas la première figurine dans l'arc, dans la ligne de tir de la personne qui souhaite vous cibler. Admettons, j'ai une baliste, je souhaite cibler le chaman sur sanglier qui est à côté d'un pavé de 5 cochons. Si c'est pas la première figurine avec la portée que je calcule depuis ma baliste, je ne vais pas pouvoir le cibler. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça marche aussi avec les blasts. Mais pas les canons. Les canons, non, parce que c'est pas le même type de tir. Ensuite, vous avez donc le char à sanglier orc. Donc lui, qui va pouvoir, comme je disais juste avant, vous donner la bande de guerre. Ils ont accès à la première charge. Si tu fais sauter tous les bonus de rang de l'unité la première fois que tu charges une unité. Ignore la panique des gobes, classique. L'impétueux, par contre, mais avec un boss orque noir, pas d'impétueux. La charge de sanglier, comme on avait vu juste avant, et donc la fameuse bande de guerre. Avec un mouvement 7, par contre, vous n'avez pas rapide. Faites attention à ça. Vous allez même avoir la règle pesant, qui va vous permettre, après une marche normale, de faire un pivot gratos de 90 degrés. Ça marche sur les behemoths, les créatures monstrueuses et les chars. Moi, j'aimerais bien que tu développes un petit peu l'usage du personnage monté sur char, parce que je m'en suis jamais caché, même dans notre dernière mission. Je trouve ça, à titre personnel, hein, encore une fois, je trouve ça inintéressant depuis la V7, V8, 9e âge tôt. J'ai jamais trouvé intéressant le concept de personnage sur char. C'est pas mon délire. Encore une fois, je dis pas que c'est pas bon, c'est pas du tout mon délire, et personnellement, j'y vois pas grand intérêt, j'y vois même plutôt que des désavantages. Donc, est-ce que tu peux développer un petit peu ça? Parce que moi, je suis plutôt réticent, j'avoue, là-dessus. Ouais. Le char à sanglier, il est pas si mal, hein. Il vaut 90 points, c'est pas excessif par rapport à ce qu'il fait. Tu vas quand même avoir une save à 4+. Donc au final, peut-être que l'orque noir dessus est pas très intéressant parce qu'il a une armure à 4+ de base, même si au final, t'as le com à 9, tu peux gagner bande de guerre en étant sur un char. En vrai, il y a toujours des combos intéressants à faire. Je suis en train de... En fait, au final, non, c'est pas si mal. L'orque sur char à sanglier, du coup, c'est pas si mal. Par contre, vous avez perdu le rapide. Ça, c'est vrai que là, il n'y a plus le rapide. C'est très chiant pour le char à sanglier. Oui, mais ton personnage, il est... Autant le petit personnage, tu peux vite l'infiltrer, jouer sur les lignes de vue, etc. Le mec sur char, son socle est gros, il est plus lent, il est moins manœuvrable. Enfin, je sais pas, moi je trouve qu'il peut facilement se faire cibler en fait au tir. En fait, le char à sanglier, moi je le vois surtout comme un support d'infanterie. Mais c'est par exemple, vous avez une unité de gobelins ou de gnoblards à tout hasard qui se prend une grosse défaite au résultat de combat, qui fait un se repli en bon ordre. Et quand vous faites le se repli en bon ordre, au final, c'est un mouvement de fuite avec un ralliement automatique à la fin, donc une reformation. Et vous pouvez en fait vous reformer de manière à faire une toute petite ligne, ou assez fine du moins. Une colonne plutôt. Une colonne. C'est pas ouais, c'est... Oui, autant pour moi, oui, une colonne, ou même faire à la rigueur, vous mettre comme si vous étiez en ordre de marche, vous accueillez le régiment qui vous a suivi, parce qu'il a foiré son résultat ou parce qu'il a envie de vous suivre. Il arrive et vous avez sur les bords, oh mince alors, un accès
au coin. Et ça, c'est pas de bol. Et c'est là que vous avez, par exemple, typiquement du Férox ou du char à sanglier qui arrive et qui lui envoie un ordre serré, donc 2 ordres serrés si vous en jouez 2, parce que vous arrivez chacun sur un coin. Un D6 plus 1 touche d'impact par char. Vous êtes char lourd, vous êtes force 5 PA2. Donc c'est de la touche auto en plus, la touche d'impact, qui se fait à rang d'initiative 10. Donc coucou les maîtres des épées, vous allez taper après. Et là, vous allez avoir des sales trous. Et en plus de ça, vous allez avoir derrière le première charge qui va faire que tous les bonus de rang vont sauter. Donc quand vous arrivez avec un char ou même 2, mais bon 2 c'est un petit peu overkill, vous arrivez avec 1 dans un résultat de combat, et bien déjà vous faites D6 plus 1 touche d'impact force 5 PA2, beaucoup de choses vous allez le blesser sur du 2+, voire du 3+, vous allez lui mettre une save qui va quand même prendre une belle claque dans la gueule, et derrière, vous annulez les bonus de rang, donc c'est vraiment pas mal. Le char à sanglier, lui, ça va vraiment être un gros support d'infanterie, voire pour faire de la contre-charge, mais pas à proprement parler comme la règle contre-charge, mais vraiment je me suis pris une volée sur ma ligne principale, j'ai fait un srebo, j'arrive, j'enquille avec une charge de char et je viens vraiment contre-attaquer. Le char à sanglier va principalement se jouer comme ça. Le personnage dessus, c'est aussi l'intérêt, c'est qu'il va être immunisé à tout ce qui va être coup fatal et tueur de monstres. Ça, c'est la grosse force du char. Par contre, attention, les barrières vous empêchent de passer. Et ça, c'est pour ça que c'est pas l'auto-win, le char, comme on a pu le voir décrit plusieurs fois. La barrière va vraiment vous bloquer. Donc, vous vous retrouvez avec un obstacle linéaire bas, votre char ne passe juste pas. Il passe pas ou il teste le terrain dangereux sur un, il perd des 3 PV? Il le traite comme des infranchissables. Roue ferrée. Les chars sont conçus pour les terrains dégagés. Cette figurine traite tous les terrains difficiles comme terrains dangereux et les obstacles linéaires bas comme du terrain infranchissable. Donc oui, donc le mur, c'est vraiment pas une légende urbaine. Exactement. Donc c'est pour ça que quand on vient me dire « Là, oui, c'est de la merde, joue des chars parce que Tut a dit qu'il fallait jouer des chars parce que c'était plus opti », eh bien je répondrai gentiment à Tut qu'il faudrait qu'il joue sur une table avec des joueurs et pas sur Warhol. Parce qu'au final, dès qu'il y a un obstacle linéaire bas, c'est-à-dire une haie taillée par Didier, ton voisin, tu ne passes pas avec ton char, Bobby. Ou par Robert le alphelin obèse. Et Robert le alphelin obèse t'empêche de passer. Ça, c'est la règle roue ferrée. Et c'est pareil, si tu passes sur un terrain difficile, typiquement une forêt ou même je ne sais quoi d'autre, c'est un test de terrain dangereux, mais c'est surtout que tu perds D3 PEV. Après, c'est une chance sur 6. Ouais. Quand tu bouffes le D3 PEV, t'as mal. Et ça marche aussi si tu fais une fuite. Si tu te replies, si tu fais un srebo. Un se repli en bon ordre. Ça s'applique à tous les chars ou juste aux chars lourds, cette règle? Non, ça s'applique à tous les chars. Et donc le bout de fer aussi. Le bout de fer aussi. Le bout de fer est un char. Mais du coup, non, le char à sanglier, en fait, c'est vraiment un support d'infanterie. C'est vous allez faire de la contre-attaque avec, vous allez mettre un personnage dessus pour tanker. La GB sur char orc, par exemple, c'est pas déconnant du tout. La GB sur char, comme tu me disais, t'avais un peu peur d'avoir une GB qui soit trop faible ou quoi que ce soit. Et là, au final, le jouer avec arme lourde, par exemple, c'est pas du tout déconnant. Parce qu'au final, il y a absolument rien au monde qui va réussir à te tuer avant que tu frappes. Bon, enfin, je dis rien au monde, non, je m'emballe peut-être un peu, mais ça va être très dur de te coucher avant que tu frappes, tu vas avoir une save à 4, ça c'est vraiment dodu. Donc au final, en du 5, save à 4 PV, plus les PV de ton gars, tu montes à 6. Mais attention aux projectiles magiques. Attention aux projectiles magiques, attention à beaucoup de choses, dont des murets. Donc c'est pas injouable, c'est-à-dire c'est pas un truc en mode il faut le bannir. Non. Par contre, c'est un playstyle très particulier. C'est un playstyle très particulier, c'est surtout que c'est un style de jeu qui change beaucoup de ce qu'on a pu voir. Moi j'ai eu beaucoup de mal avec le char à sanglier au début. Je l'avais joué, j'en jouais 3. J'étais un homme différent, j'avais besoin d'argent, j'étais jeune. Je jouais 3 chars à sanglier. Et au final, le fait de les jouer en support d'infanterie, j'avais du mal à me le visualiser, ça. J'ai beaucoup de mal à me le visualiser. Parce que moi j'ai l'impression que des fois les joueurs, quand ils te parlent de leur perso monté sur personnage, ils l'imaginent sur un tank à vapeur. Alors que tu vois, moi quand je vois un personnage sur ça, je l'imagine sur une cagette en osier avec 2 roues en brindilles.
Ben, c'est la course de caisse à savon, tu vois, c'est un peu Oui, cette énergie-là. c'est exactement ça. C'est la course de caisse à savon avec des sangliers obèses à l'avant. C'est vraiment cette énergie-là. Et un mec derrière bedonnant avec un hachoir à deux mains, quoi. C'est vraiment cette énergie-là. Faut le voir comme ça, le char. C'est- Donc voilà, pour le char, je pense qu'on a fait le tour. Après, bah, effectivement, ils peuvent aussi avoir la règle frénésie. Donc tu peux avoir des chars à orques sauvages maintenant. Ça, c'est un truc marrant. Après, je suis pas ultra convaincu, mais encore une fois, rien n'est injouable. Je pense qu'il faut Armée à thème. armé à thème. Armée à thème. Et je pense qu'il faut le tester. Je pense qu'il faut le tester parce que c'est pareil. Tu additionnes aussi ta save de base et ton avu. Donc tu vas te balader avec une save à 4+, et une peinture de guerre à 6 sur ton char. Et ça peut être drôle en vrai. Et donc la vouivre, la sacro-sainte vouivre, mon unité préférée. Je crois que j'en ai 6 maintenant. C'est Je bon. crois que je vais m'en aller parce qu'en fait, tu vas vu que tu vas parler tout seul pendant 30 minutes, je sers plus à rien. On est d'accord. Donc la vouivre, vous avez un mouvement au sol de 4. Donc coucou les Bretoniens avec leur corps sur test de commandement, t'as plus de vol. CC5, ça c'est vraiment pas mal. La CC5 sur la vouivre est vraiment agréable. Force 6, plus un dendu pour la personne qui la monte. En l'occurrence, ça sera le bizarre nob, le chef de guerre orc et orc noir. Donc ça va être de l'endu 6 en général. Plus 4 PV, vous allez monter à 7 points de vie. Initiative 3, 3 attaques pour 130 points. Et ça, c'est pas mal du tout. J'ai envie de dire vol. Vol, terreur, grande cible. Tu peux faire des marches forcées sans faire de test, parce que les vols, ils ignorent ça. Tu vas pouvoir passer par-dessus tes gars, et en fait, c'est le combo grande cible et vol qui est absolument légendaire. Alors par contre, n'oubliez pas que les vortex sont considérés d'une hauteur infinie, donc si vous passez à travers en volant, vous prenez quand même les effets. Donc terrain dangereux ou dégâts. C'est ça, terrain difficile, donc du coup, vous n'ignorez pas non plus toutes les règles. Et surtout, quand vous avez le vol, si vous atterrissez dans un endroit qui est un terrain difficile, vous devez assumer les conséquences du terrain difficile. Par exemple, je charge avec mon dragon, je fais un très bon jet, mais j'ai fait un 6 et un 1. J'atterris sur un muret, et bien je vais devoir prendre le 1 et je vais avoir moins 1 de mouvement. Et ça, c'est chiant. Et si on atterrit de l'autre côté du muret, il n'y a pas de conséquences. Ah, si on atterrit de l'autre côté, si on le survole, non, pas de souci. Mais par contre, je veux charger une unité qui est derrière un muret, je veux charger une unité qui est dans une forêt, eh bien je vais prendre le plus bas des dés et moins 1 de mouvement. Donc c'est pas non plus clé en main, quoi. Faut faire attention à où est-ce qu'on va. Alors si vous entendez ronfler derrière, c'est notre assistant, le Carlin Dondu, qui est en train de trier les dossiers. Il est en train de faire la déclaration URSAF en ce moment même. L'ordre serré. L'attaque de piétinement D3, alors par contre, vu que vous êtes créature monstrueuse, vous n'êtes pas Behemoth, vous n'avez pas une PA2. Ça va être sans PA. La terreur, qui est vraiment pas mal, pour éviter de vous faire charger ou pouvoir faire paniquer des petits redirecteurs et les forcer à se barrer et rediriger sur le pavé que vous avez prévu de charger de base, ça peut faire des belles blagues. Tout simplement des unités sur les flancs, hein, tout simplement. Oui, aussi, exactement. Et quand vous combattez, vous avez l'attaque frappe toujours en premier, vous êtes obligé de faire une de vos attaques, donc techniquement vous allez taper qu'à 2 attaques avec votre autre profil. Ça va être le frappe toujours en premier, empoisonné, force de la vouivre, donc force 6. Celui-ci, je suis pas giga convaincu, j'ai pas de souvenir que j'ai fait grand chose avec. Par contre, la griffe cruelle après, qui est force utilisateur PA2, donc force 6 PA2, ça, j'ai couché quelques trucs avec ça, effectivement, c'est assez efficace. Et là, en fait, le fait que vous deveniez grande cible, c'est là où il y a un combo génial qui se met en place. C'est le boss orque noir sur vouivre qui va vous donner un com à 9 à portée 18 pas. Donc vous allez avoir une bulle de com à 18 pas et ça, c'est absolument légendaire. Est-ce qu'on peut monter une grande bannière sur vivre ? Non, ça c'est bien triste. Ce jeu, c'est de la merde. Faut arrêter. Ouais. Faut les revendre. Je revends mon armée. Ouais, c'est direct. Et puis je passe sur de l'ogre, c'est tellement opti, c'est tellement pété. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est si vous jouez le bizarre nob survivre. Et le bizarre nob survivre, eh bien il y a beaucoup de sorts, en particulier dans la WAG, comme par hasard, qui se jouent à la portée de commandement. Par exemple, le On y va, qui vous donne plus 1 des 3 à la charge, dans la portée de commandement, ou l'éclat de soleil maléfique, qui fait que vous relancez, c'est le sort numéro 4, qui vous permet de relancer les 1 à la touche et vous gagnez plus 1 à la PA. Et en fait, ça va être portée de commandement, donc 18 pas.
Donc 18 pas de chaque côté, vous allez avoir un rayon de 18 pas autour de la vouivre qui va avoir relance D1 à la touche plus 1 à la PA. Et ça, c'est pas mal du tout. Par contre, contrepartie de ça, vu qu'on est grande cible, même si tu te planques derrière un pack, tu peux quand même être pris pour cible par des blasts ou des choses comme ça. Oui, des balistes aussi, des choses comme ça. Et donc le chaman orc aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec la vouivre, il va aussi être en mesure d'aller tabasser au corps à corps, d'où le mec frénétique, par exemple, un espèce de Wurzak sur vouivre, ça en vrai c'est ultra stylé. Et il y a un sort, par exemple, le crasse-tête, donc c'est un sort primaire que vous allez pouvoir prendre de base et changer un de vos sorts contre lui. C'est un assaillement, lancement 10+, donc il va se balancer au corps à corps à votre tour et au tour de l'adversaire, puisque c'est un assaillement, ça c'est très important. Vous allez pouvoir balancer, et parce que c'est une attaque de corps à corps. Donc en fait, tu vas riposter, tu vas pouvoir rebalancer ton assaillement pendant le tour de l'adversaire. Et donc, une seule figurine avec qui le lanceur est engagé au corps à corps subit une touche de force 6 avec la règle blessure multiple D3 sans sauvegarde d'armure ni régénération autorisée. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le voit venir. Et ça fait des sacrés trous. Alors c'est une valeur de lancement 10, mais admettons, votre chaman est dans un pavé d'orque avec une PU de 10 ou plus, ça va être du 5+. Et si vous êtes sur Wii, vous allez devoir le lancer sur du 6. Et on reviendra plus tard aux objets magiques, mais il y a beaucoup d'objets magiques en Orc et Gob qui vous permettent de fiabiliser vos sorciers, c'est un truc de fou. Et à côté, vous avez le regard de Gork qui est vraiment pas mal, c'est en fait, vous pouvez faire une ligne et tout ce qui est en dessous se prend une patate force 5, PA 3, et ça vous permet d'ignorer les résistances magie. Donc là aussi, sur votre vouivre, vous voyez absolument tout le monde, vous faites une ligne de 5d6, vous pouvez sniper facilement un pavé de synchrodirecteur qui s'est mis un peu de flanc ou quoi que ce soit. Alors, petite pause depuis la table de montage, donc c'est en fait à ce moment-là qu'on a switché sur la présentation des personnages orques et gobelins, mais je m'aperçois maintenant qu'on est déjà à plus de 50 minutes de vidéo, donc on va faire une petite pause là. On a vraiment essayé de faire un focus qui soit le plus complet possible sans pour autant vous noyer sous un milliard d'informations. Donc en tout cas, j'espère que vous en aurez retiré le plus d'informations intéressantes possible. Si vous avez quelques retours que ce soit, des choses peut-être qu'on a zappées, qu'on a survolées, qu'on n'a pas abordées, n'hésitez pas à faire les retours. Là, on va vraiment enregistrer toute cette série d'émissions au fur et à mesure. Donc pour l'instant, on a fait uniquement les personnages orques et les personnages gobelins. On n'a même pas commencé les troupes de base. Donc voilà, si vous avez quelques retours que ce soit, ça vous permettra, on va dire, d'ajuster en temps réel notre façon de traiter l'émission ou de reprendre certains des points que vous auriez pu mettre en avant dans les commentaires et qu'on pourra peut-être faire en errata au début de la prochaine vidéo. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi, je vous souhaite une excellente fin de journée, bon jeu à vous et à bientôt.